Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez brûlant. Les tensions géopolitiques qui s'invitent, disons, de manière de plus en plus visible dans le football africain. Oui, bonjour. C'est vrai que ce qu'on observe, c'est que le terrain de football n'est plus seulement un lieu de compétition. C'est devenu une véritable arène. C'est ça, une arène où se jouent des rivalités bien plus profondes. C'est presque un prolongement du champ diplomatique, en fait. Les enjeux dépassent largement le cadre du jeu. Et dans certaines régions où la tension est déjà forte, chaque match devient une sorte de test de puissance, une bataille d'influence. Absolument. Et le football africain, en ce moment, est un théâtre parfait pour observer ces dynamiques de soft power. Les victoires symboliques qui sont parfois presque aussi importantes que les victoires politiques. Alors justement, allons droit au but. Il y a un paradoxe qui a vraiment retenu notre attention et qui cristallise tout ça. D'un côté, on a le refus d'un arbitre algérien pour les matchs du Maroc, au nom de la neutralité régionale, et de l'autre, quasi en même temps, la nomination d'un superviseur marocain pour un match crucial de l'Algérie. Voilà. La question est simple. Où est la logique dans ce deux poids, deux mesures ? La logique, elle n'est justement pas sportive. C'est là qu'il faut chercher. Elle est purement stratégique. C'est-à-dire ? Si on décrypte un peu, on a d'un côté Mustapha Gorbal, un arbitre algérien de renommée internationale, qui est évincé sur demande du Maroc. C'est un signal fort. Oui, il est très reconnu. Et de l'autre, Yahya Hadrika, un Marocain, qui est désigné comme évaluateur des arbitres pour le match Algérie-Nigeria. Et ce poste, attention, est clé. Ah oui. En quoi ? C'est lui qui note la performance de l'arbitre. Et cette note, elle a un impact direct sur la carrière de l'arbitre, sur les prochains grands matchs qu'il dirigera ou non. Donc c'est un moyen de pression. C'est un levier d'influence considérable. Attends, je vais jouer l'avocate du diable une seconde. Allez-y. Est-ce que ce ne sont pas juste des coïncidences ? Des décisions administratives un peu maladroites, peut-être ? Des coïncidences ? Oui, l'argument officiel, c'est de vouloir éviter les sensibilités régionales. On pourrait se dire que c'est une tentative, même gauche, de calmer le jeu. Pourquoi voir une manœuvre partout ? Parce que si la règle était vraiment d'éviter les sensibilités, elle devrait s'appliquer dans les deux sens, de manière symétrique. D'accord. On aurait dû refuser tout officiel marocain pour les matchs de l'Algérie, et inversement. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. La règle ne s'applique que dans un sens. C'est ce que vous appelez une équation déséquilibrée. C'est exactement ça. Et ce déséquilibre transforme une décision administrative en ce que la partie algérienne perçoit, à juste titre ou non, comme une manœuvre de déstabilisation. Et ce sentiment d'injustice, il est nourri par d'autres choses, des fantômes du passé qui ressurgissent. Exactement. L'idée de la coïncidence devient très difficile à défendre quand on voit certains noms réapparaître. Comme celui de l'arbitre Pierre Hatcho. Voilà. Pierre Hatcho, pour beaucoup de supporters algériens, ce nom est directement lié à des injustices criantes, comme ils disent. On parle de pénalités non sifflées lors de matchs cruciaux. Malgré la VAR ? Malgré la VAR, oui. C'est ça qui est fou. L'outil qui est censé corriger les erreurs manifestes et qui, là, est resté silencieux. Et donc, le fait qu'il soit de retour à la VAR, en plus, sur des matchs de l'Algérie. C'est perçu comme un signal, une sorte d'insistance provocatrice. C'est une façon de dire, vos plaintes, au fond, on n'en tient pas compte. Et pour appuyer cette idée d'un arbitrage à géométrie variable, il y a cet autre match très récent, Maroc-Cameroun. Ah oui, la mascarade arbitrale, comme l'ont qualifié certains observateurs, même neutres. On a un but marocain qui est validé sur un hors-jeu qui paraît assez flagrant sur les images. Et un pénalty refusé au Cameroun dans la foulée. Quand les erreurs s'accumulent et qu'elles semblent toujours profiter au même camp, le hasard a bon dos. On n'est plus dans le domaine de l'erreur isolée. On est dans une tendance. Et c'est cette tendance qui brise la confiance dans l'impartialité de l'arbitrage. Chaque décision est maintenant suranalysée, scrutée. Et le mal est fait, en quelque sorte. Le mal est profond, oui. Alors face à ce qui est perçu comme une agression en coulisses, comment réagit le camp algérien ? Est-ce qu'on est dans la plainte, la victimisation ? C'est là que ça devient psychologiquement très intéressant. La réaction algérienne, ce n'est pas du tout celle d'une victime qui se lamente. Non. Non, au contraire. C'est celle d'une puissance qui se sent défiée et qui décide de relever le gant. C'est très net dans leur communication. C'est-à-dire ? Selon beaucoup d'observateurs algériens, toutes ces tentatives de déstabilisation, en fait, agissent comme un carburant. Ah, ça les motive ? Ça les surmotive. Il y a cette idée que plus la pression extérieure est forte, plus la détermination des guerriers du désert s'accroît. Le staff technique semble avoir réussi à transformer la colère en énergie positive. C'est vrai qu'on entend cette phrase en boucle, la réponse se donnera sur le terrain.
C'est une rhétorique forte, très mobilisatrice. Extrêmement. Mais je me demande, est-ce que c'est une posture qui vient d'une vraie confiance en leur supériorité technique? Il faut dire qu'ils ont des stars qui jouent dans les plus grands championnats européens. Oui, la qualité est là, c'est indéniable. Ou est-ce que c'est surtout une manière de galvaniser les troupes et l'opinion publique face à ce sentiment d'injustice? C'est sans doute un peu des deux. Il y a une confiance réelle dans la qualité de l'effectif, c'est certain. Mais il y a aussi, et c'est très habile, une construction d'un récit, d'une épopée. L'équipe contre le système. Exactement. L'équipe ne se bat plus seulement pour gagner un trophée, elle se bat pour la dignité contre une injustice perçue. C'est un ressort psychologique d'une puissance incroyable. Mais c'est un jeu dangereux. Très dangereux. Cette surmobilisation émotionnelle, ça peut aussi mener à de la nervosité, à des erreurs sur le terrain. C'est un pari en fin de compte. Le pari que la rage de vaincre sera plus forte que la pression. C'est ça. Si on élargit un peu la perspective, ce recours constant aux coulisses, à la pression sur l'arbitrage, qu'est-ce que ça dit de celui qui l'utilise? Fondamentalement, et c'est le grand paradoxe, c'est un aveu de faiblesse. Comment ça? C'est la reconnaissance implicite qu'on a du mal à battre cet adversaire à la loyale, sur le terrain, dans des conditions équitables. Si vous étiez sûr de votre force, vous n'auriez pas besoin de tout ça. Donc, la vraie bataille, elle se joue ailleurs que sur le score final. La véritable bataille, pour une équipe comme l'Algérie, dans ce contexte, ce n'est pas juste de soulever la coupe. C'est de gagner en prouvant que le talent peut triompher des manœuvres. La victoire aurait une portée bien plus grande. Ce serait une victoire pour la justice, pour le mérite. Et pour la réforme d'un système footballistique continental que beaucoup perçoivent comme défaillant. Gagner dans ce contexte, ce serait forcer le système à se regarder dans le miroir. Le dilemme est donc assez simple au fond. Soit on applique une règle de neutralité stricte pour tout le monde, sans exception. Une exclusion totale de toute personne liée de près ou de loin aux sensibilités régionales. Soit on décide que seule la compétence compte. Et dans ce cas, il faut une transparence absolue sur les critères, les notations. Or, on n'est ni dans l'un, ni dans l'autre. On est dans un entre-deux malsain où la règle est Opportuniste. et c'est ce déséquilibre qui nourrit le ressentiment et qui transforme chaque match en enjeu politique. Et n'oublions jamais une chose, l'histoire est écrite par les vainqueurs, surtout dans le sport. Si une épopée algérienne devait avoir lieu dans ce contexte, sa légende serait décuplée. Ce ne serait pas juste une victoire sportive, ce serait le triomphe à contre-courant. De remporter non pas grâce au système, mais malgré lui. Exactement. Et paradoxalement, toutes ces controverses, aussi nuisibles soient-elles pour l'image du football, serviraient à graver cette victoire dans la mémoire collective. Tout ce qu'on vient de dire, ça m'amène à une dernière question, peut-être plus fondamentale. Je vous écoute. En voyant le sport être instrumentalisé à ce point, où le jeu d'influence semble parfois plus important que le résultat, je me demande si l'objectif final, consciemment ou non, ce n'est pas de saper la crédibilité des institutions elles-mêmes. C'est une pensée assez sombre. À force de tout politiser, de tout saturer de suspicion, est-ce qu'on ne risque pas de détruire la seule arène où un dialogue, même conflictuel, était encore possible entre les peuples ? Et s'il ne reste plus rien de ça, si même le jeu a perdu toute son innocence, qu'est-ce qui reste au final ?